tant qu'artiste peintre, donc je ne suis pas docteur en philosophie, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'habitude de faire des interventions, donc l'oralité, ça vous concerne plus que moi, je suis dans une communication simple, et ça s'arrête là. Voilà. Eh bien, donc, on va repartir sur l'armature du monde invisible. Alors, je voudrais évoquer une citation de l'apôtre Saint Paul, que je trouve très très forte, je ne sais pas ce que vous en pensez. Les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Voilà. Je trouve que Saint Paul, il marque très très fort, là, des points. Après, il faudrait m'expliquer. Je laisserai ça aux grands philosophes. Il y a Saint-Exupéry, il a dit ça aussi. On le voit bien que... Donc, mais Saint Paul avait dit avant, alors. Ouais. C'est comme Héraclite et la voisine. Voilà. Ils se pillent entre eux. Oui. Alors, pour étoffer cette phrase, je souhaiterais revenir sur les notes du philosophe, là, pour le coup, Merleau-Ponty. Alors, il écrivait « C'est la visibilité qui comporte une non-visibilité ». Alors, comprenez ce que vous voulez. Hein. On revient à comprendre, pas comprendre, savoir, pas savoir. On est toujours un petit peu dans c'est presque une incohérence même. Hein. Voilà. Et donc, l'invisible du visible, c'est son appartenance à un rayon du monde qui, par principe, n'est accessible qu'à travers le, entre guillemets, voir. Et est accessible dès lors le voir est donné et n'a plus besoin d'être pensé. Voilà. Tout ça. Alors, la perception visuelle offre son lot de mystères, notamment le monde de la peinture et l'ensemble des chemins qui revisitent la conception du temps de l'art. Voilà, on se promène un petit peu. La peinture est ce tourbillon perceptif qui permet à l'artiste de ressusciter une profonde nécessité d'exprimer inlassablement la circularité des émotions. Alors, moi, je me situe là-dedans, comme beaucoup d'artistes. Hein. On a l'impression de faire un nouveau tableau à chaque fois et c'est faux. C'est le point de départ, les couleurs, bien sûr, changent et tout, mais on revient toujours à la toile blanche. Et voilà, c'est reparti pour un tour, comme on dit, entre guillemets. Pour ce faire, je vous invite à repenser l'œuvre la plus connue au monde, la Joconde. Voilà, pour le plus grand plaisir de beaucoup de monde. Hein. La Joconde, pour laquelle Léonard de Vinci a exploré avec passion l'exercice de l'harmonie d'or, la divine proportion, enfin on est dans le nombre d'or, hein, bien sûr, et aussi une réalité esthésiologique, c'est-à-dire, je rappelle un petit peu, c'est les connaissances que nous possédons sur le beau. Léonard de Vinci était quand même axé sur le beau, le très beau, le magnifique. Hein. Voilà. Alors, que se cache derrière le regard énigmatique et le sourire de la Joconde? Bon, on n'a peut-être pas toutes les réponses. Alors, la peinture de Léonard de Vinci a traversé les siècles sans révéler son secret. Mais récemment, vous connaissez certainement il y a un chercheur qui s'est amusé, qui a brisé le silence. L'identité de Mona Lisa serait cachée dans ses yeux. L'histoire se passe à Paris, plus précisément au Louvre, comme vous savez. Dans les salles des États où est exposée la Joconde. Si cette peinture est incontestablement la plus célèbre au monde, c'est aussi la plus chargée de mystère. Chaque année, la Joconde est visitée par 8 millions de visiteurs et aujourd'hui encore. Elle reste aussi la plus analysée et celle dont le plus de théories a été avancée. L'histoire de la Joconde nous ensorcelle, et c'est en mourant, en 1519, que Léonard de Vinci a emporté dans sa tombe le secret de l'identité de Mona Lisa. Depuis ces années, plusieurs chercheurs et amateurs ont trouvé le nom de cette dame sur ce tableau, mais en vain. Enfin, ils ont cherché. En quête du moins d'indices, les historiens scrutent la peinture pour percer le mystère. Une enquête qui nous emmène à Rome, en Italie, avec Silvano Vincenti, surnommé le détective de l'art. Il aurait fait en octobre 2010 une incroyable découverte qui remettra en question l'identité de la Joconde. À l'aide d'une loupe et en observant minutieusement le portrait, il aperçut dans l'iris des yeux de Mona Lisa, dans l'œil droit un S et dans l'œil gauche un L, qui serait Léonard. Des lettres dans les yeux de la Joconde qui surprennent, quoi. Comment, dans le tableau le plus étudié, les scientifiques et chercheurs sont-ils passés à côté de ça? C'est incroyable.
Certains spécialistes ne sont pas d'accord avec ces théories et pensent simplement que les lettres trouvées par Silvano Vicenti seraient tout simplement des craquelures. Voilà. Si pour certains cette théorie est purement fantaisiste, pour Silvano Vicenti, les lettres découvertes seraient simplement des initiales de son modèle et élève et son ami. Voilà. Alors pour Léonard, tandis que pour le L pour Léonard et le S pour Sforza. Sforza, il s'agirait de la dame riche bourgeoise, Bianca Giovanna Sforza. Mais ce n'est pas tout. Pour Silvano Vicenti, le portrait de la Joconde ne serait entre autres que la combinaison de deux personnes. La Joconde serait aussi le portrait d'un homme, celui de son disciple, un dénommé Salai, d'où mon Salai, il l'appelait, l'anagramme de Mona Lisa. Une androgynie qui frappe au premier coup d'œil, effectivement, quand on regarde ce tableau. Cette peinture nous regarde et chacun y projette ses propres fantasmes, fascination éternelle. Pour ce qui est du paysage, dans le fond, il y a le pont, qui est le symbole du temps qui s'écoule. Alors ça, c'est très cocasse et très singulier parce que ce tableau est intemporel. Voilà. Cette œuvre a suscité dans l'inconscient collectif un besoin de s'immerger dans une sphère mystique, d'où l'intérêt de décupler le goût du mystère et l'entretenir, non sans une certaine délectation. L'attraction du mystère s'empare de nous à travers le prisme de l'art, toujours. Voilà. Et d'autre part, dans le monde, il existe un nombre étonnant de faits anciens qui ne s'expliquent pas, que vous connaissez certainement. Par exemple, les murs cyclopéens de Bimini, découverts en 1969 aux Bahamas, les fabuleuses cartes du monde de Piri Reis, découvertes en 1929 en Turquie, au musée de Topkapi, les tracés de la plaine Nazca dans les Andes péruviennes, dont certaines font 15 km de long, les boules parfaites de granit d'une moyenne de 12 tonnes, découvertes dans la forêt du Costa Rica. C'est une fantastique énigme dont la science officielle n'a pour l'heure toujours pas de réponse. Des formes géométriques comme des œufs, découvertes en 1940, couvertes de symboles solaires, énigme colossale. Ces boules ont-elles été taillées avec une habileté déconcertante ou bien ont-elles été transportées par un moyen invisible? Bon. Est-ce qu'il y a des extraterrestres dans l'air? On ne sait pas. Une légende dit que ces boules, Indian Balls, on les appelait, représentent notre soleil. Voilà. L'homme a donc décrit des mythes dans des univers mystérieux en établissant un lien avec des forces invisibles. Tout ce qui existe dans le monde matériel n'est qu'un assemblage d'atomes. Mais si on va plus loin, on peut voir les particules comme des bobines d'énergie ou des cordes vibrantes en interaction avec des forces gravitationnelles. On parlait tout à l'heure, voilà. D'où l'idée que le cerveau peut capter des énergies venant d'autres univers. Notre conscience s'élève dès lors à des niveaux de réalité très très différents. Et moi, je vais conclure là-dessus. Une vaste superposition de mystères nous entraîne dans des mondes invisibles. Et je dirais, soyons suffisamment sages pour accepter avec modestie que toute l'organisation du monde est bien plus supérieure encore à nous et à notre orgueilleuse volonté d'en découvrir tous les multiples secrets, ce qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, tout simplement.